Partie 1. Né dans la tempête de neige. Chapitre 1. Une naissance digne d'une saga et d'une chèvre très froide. Tu es né lors d'une nuit qui faisait même hésiter les dieux à mettre le nez dehors. La neige tombait de côté, fouettée par un vent si violent qu'il faisait vibrer les poutres du toit de la longère de ta famille. Les chèvres se blottissaient dans un coin, comme un tas de linge humide, leurs yeux grands ouverts et accusateurs, comme si toute cette situation de tempête de neige était en quelque sorte de ta faute. Ta mère, une femme redoutable connue pour lancer une lance plus droit que la plupart des hommes ne pouvaient viser une hache, grogna à travers la tempête de l'accouchement. Son visage, luisant de sueur et de détermination, était encadré par la lumière vacillante du feu qui peinait à repousser le gel. La sage-femme, à moitié ivre de hydromel et beaucoup trop joyeuse pour la situation, murmura quelque chose à propos de poumons forts et de malchance maudite, puis jeta promptement le linge de naissance dans le feu. Tu n'as pas pleuré en émergeant dans le monde. Oh non, tu rugis, un son si fort et furieux qu'il fit sursauter les chèvres, réveilla l'oncle ronflant dans le coin, et fit hocher la tête d'approbation à ta grand-mère, qui taillait une cuillère avec une dague qui aurait facilement pu faire office d'épée. « Elle va nous causer des ennuis », murmura ton père, en se frottant l'arête du nez, comme s'il avait déjà un mal de tête. Il n'avait pas tort. Les anciens du village, un groupe d'hommes et de femmes qui sentaient la vieille laine et le poisson fermenté, se rassemblèrent, murmurant des bénédictions et des malédictions à parts égales. Quelqu'un a essayé de te nommer d'après une tante éloignée, mais ta grand-mère a lancé un regard si noir qu'ils ont cessé. Finalement, ton nom a été choisi par comité, comme la plupart des choses importantes dans le village. Votre premier son, un grognement. Le temps horrible. Et le fait que personne n'avait nommé un enfant d'après grande-tante Freydis depuis des années. Et donc tu as été surnommé Freydis, un nom qui se traduit à peu près par « que les dieux aient de pitié de quiconque la croise ». Chapitre 2. Bootcamp des bébés. Viking, votre berceau. Une auge à chèvre, ton premier jouet, une cuillère en bois avec des marques de morsure suspectes, votre première leçon de survie. Ne dors pas trop près du feu, à moins de vouloir sentir le navet rôti pendant la semaine suivante. La petite enfance viking n'était pas une affaire douce. Si tu ne mâchouillais pas un os de chèvre, tu esquivais des poules indisciplinées qui venaient du jardin, leurs plumes couvertes de givre et d'indignation. Ta grand-mère avait l'habitude de donner des câlins surprises, qui consistaient surtout à te mettre au défi sous le prétexte de te endurcir. Tu as appris vite comment se dégager de son emprise de fer, comment feindre le sommeil lorsque les corvées étaient distribuées, comment subtiliser des morceaux supplémentaires de gâteau au miel quand personne ne regardait, bien que, si vous étiez pris, votre punition consistait à être jeté dans la neige pour refroidir cet esprit ardent. Et n'oublions pas les chèvres. Ah, les chèvres. Ils te détestaient avec une passion qui semblait profondément personnelle. Chaque fois que tu essayais de traverser la cour en titubant, ils bêlaient de manière menaçante, baissaient la tête et chargeaient. Tu as appris à esquiver, se baisser, rouler sous la clôture avec la vitesse qui te sauverait plus tard la vie au combat. Le motto de ta famille aurait pu être « Si ça ne te tue pas, tu fais bien les choses ». Chapitre 3. Compétences de survie. 101. Ne pas lécher l'épée. Au moment où tu pouvais former une phrase, tu savais déjà plus sur la survie que certains hommes adultes. Règle numéro 1. Ne pas lécher une épée gelée. Ton cousin Olaf l'a appris à ses dépens. Sa langue y était coincée, et il a fallu 3 hommes adultes
une casserole d'eau bouillante et beaucoup de jurons pour le libérer. Règle 2. Vole des gâteaux au miel quand tu peux, mais partage toujours un morceau avec mamie. Sinon, elle le saura, elle sait toujours. Règle 3. Ne jamais faire confiance à une chèvre. Ils ont l'air innocents, mais ils te donneront un coup de tête dans une pile de navettes dès que tu tourneras le dos. Et la règle 4. Le temps de jeu des Vikings n'est qu'un entraînement au combat déguisé. Tes frères t'ont appris cela en te courant, après dans la cour, avec des bâtons pointus, te frappant parfois sur la tête, par accident. Tu as appris à bloquer avec un bouclier en bois, à peu près de la taille d'une assiette, et à contre-attaquer en leur mordant les chevilles. À l'âge de 5 ans, tu pouvais lancer une pierre avec une précision terrifiante, aiguiser une lame sans te couper les doigts, trop souvent, et maîtriser une poule. Chapitre 4. La première hache, moufle. C'était le jour de ton 6e anniversaire, marqué par une tempête de neige si violente qu'elle fit envisager aux chèvres de migrer vers le sud, que tu as trouvé ta première hache. Ou plutôt, c'est elle qui t'a trouvé. Tu fouillais dans une pile de bois de chauffage, à la recherche d'un morceau, qui n'avait pas trop de verre, quand tes doigts se sont enroulés autour de fer froid. Tu l'as dégagé, son poids, te faisant basculer en arrière dans un banc de neige. Ce n'était pas grand-chose, une petite hache à main, la lame ébréchée, le manche poli par des années d'utilisation, mais cela semblait juste, comme si le monde venait de te confier un secret. Tu l'as nommé Mittens, en partie parce qu'il faisait picoter tes doigts de froid, et en partie parce que tu pensais que personne ne s'attendrait à ce qu'une hache nommée Mittens soit si mortelle. À partir de ce jour-là, Mittens t'accompagnait partout, glissé dans ta ceinture, caché sous ton matelas de paille, parfois tenu dans tes petites mains collantes, alors que tu pourchassais les chèvres dans la cour, criant ton nouveau cri de guerre préféré. « J'ai des mitaines et je n'ai pas peur de m'en servir. » Ta grand-mère, en voyant cela, hocha simplement la tête avec sagesse et murmura « C'est toujours les tranquilles qu'il faut surveiller. » Chapitre 5. Grandir, pommeiller, devenir dangereux. La puberté est arrivée comme une tempête en mer, soudainement, bruyamment, et laissant beaucoup de gens chercher un abri. Tu as grandi, tu es devenu plus lunatique, et tu as développé un regard qui pouvait faire oublier leur nom aux hommes adultes. Les garçons qui te taquinaient pour tes tresses en désordre et tes compétences en lutte de chèvre se taisaient soudainement lorsque tu entrais dans la pièce. Certains ont essayé de t'impressionner en soulevant de lourdes barriques ou en exhibant leurs nouvelles haches. Vous avez répondu en les défiant à un match d'entraînement. La plupart ont décliné. Ceux qui ne l'ont pas fait s'éloignaient généralement en boitant. Ta mère a essayé de t'apprendre la broderie une fois. Ça s'est terminé avec toi, enfonçant tellement fort l'aiguille dans le tissu qu'elle s'est cassée en deux. Ta tante a suggéré que tu commences à apprendre à cuisiner. Tu as accidentellement mis le ragoût en feu, ton père. Voyant ce chaos se dérouler, t'as sagement tendu une pierre à aiguiser fraîche et a dit « Peut-être devrais-tu te contenter de la hache pour l'instant. » Alors tu as obéi. Partie 2. Les guerres des chèvres et les premières raids. La première chose que vous devez savoir sur le fait d'être une guerrière viking en formation, c'est que personne ne vous prépare aux chèvres. Les chèvres, dans le monde viking, ne sont pas des créatures duveteuses et innocentes. Ce sont des démons sur pattes, envoyés par Loki lui-même pour tester votre patience et votre santé mentale. Leurs yeux, avec ses pupilles horizontales troublantes, semblent briller d'une compréhension malveillante de vos faiblesses. Ils savent quand vous êtes fatigué,
Ils savent quand votre tunique est fraîchement lavée, et ils savent exactement quand charger droit sur vous, avec leurs têtes courtes et dures comme des crânes. Votre première bataille n'est pas contre un guerrier ennemi ou un clan rival, c'est contre une chèvre nommée Grimfur. Grimfur est une figure légendaire dans votre village, non pas à cause d'un acte héroïque particulier, mais parce qu'il a une fois mangé un panier entier de tripes de poisson, a survécu et a ensuite essayé de mâcher la barbe du chef. Il lui manque une partie de l'oreille gauche, il a une cicatrice qui traverse son museau, et il pète avec la force d'un petit orage. Grimfur est ton premier, véritable adversaire. Cela commence, comme ces choses le font toujours, par un défi. Tes frères, Sigurd et Leif, se sont entraînés à l'extérieur du Longhouse, se balançant des bâtons l'un à l'autre, avec l'enthousiasme de petits garçons, prétendant être de grands guerriers. Quand ils se lassent de cela, ils se tournent vers toi, car il y a une limite à combien ils peuvent se battre, avant que ta grand-mère ne leur lance sa marmite à la tête. Parie que tu ne peux pas attraper Grimfur. Sigurd dit, en souriant de cette manière agaçante, que les frères aînés, honte Leif, ne voulant pas être en reste, ajoute « Je parie que tu ne peux pas le monter ». Les chèvres paissent près du bord du bois, leurs têtes hochant, les yeux vous regardant comme si vous leur deviez de l'argent. Grimfur, comme d'habitude, se tient à l'écart, l'air de comploter quelque chose de sombre et terrible. « Je pourrais, dis-tu, parce que bien sûr, tu le fais. Vous êtes un viking, né dans la neige, la bataille et l'odeur de l'huile de poisson brûlée. Tu ne te laisseras pas intimider par une chèvre. » Et ainsi commence la grande guerre des chèvres. Les chroniques de la guerre des chèvres, volume 1. Votre première tactique est la discrétion. Cela échoue immédiatement, parce que votre idée de la discrétion implique de piétiner dans la boue avec vos bottes et de murmurer des stratégies de bataille entre vos dents. Grimfur, comme prévu, t'entend venir à des kilomètres. Quand tu te jettes sur lui, il se dérobe sur le côté et tu te retrouves face contre terre dans une zone de sol suspectement molle. Votre deuxième tactique est la corruption. Vous laissez d'un petit tas de restes de navets, espérant l'attirer. Grimfur le renifle, le considère, puis, avec un reniflement dédaigneux, renvoie les navets vers vous. L'un d'eux te frappe au front. Votre troisième tactique est la force brute. Tu l'attaques avec un bâton levé haut, en poussant un cri de guerre censé intimider, mais qui ressemble plutôt à un zoquet. Grimfur ne bronche même pas. Il baisse la tête et charge en arrière. Tu es projeté à terre, ton bâton est brisé en deux, et ta tunique a maintenant une tache en forme de sabot sur le devant. À la fin de la semaine, tu as 2 tuniques déchirées, une ecchymose sur ton bras gauche de la taille d'une petite pomme, et une réputation de « la fille qui ne peut pas battre une chèvre ». Votre montage d'entraînement, style viking. Votre entraînement pour devenir une guerrière n'est pas seulement une question de chèvre, même si parfois cela y ressemble. Il y a aussi des combats d'entraînement avec tes frères, qui ont perfectionné l'art de rendre chaque combat personnel. Ils t'appellent maintenant « ami des chèvres », ce qui n'est pas un titre d'honneur dans ton village. Chaque séance commence de la même manière. Tu prends ton épée d'entraînement, ils échangent des sourires complices, puis ils se jettent tous les deux sur toi en même temps. Tu apprends rapidement à esquiver, à te baisser, à rouler sous les bras qui balancent et à les faire trébucher en attrapant une cheville. Vous apprenez que Leif a une mâchoire en verre, un coup de poing sur le menton le fait japper comme un chiot effrayé, et que Sigurd se surengage toujours sur son côté droit. Votre grand-mère, quant à elle, a un style d'enseignement différent,
Si tu fais trop de bruit pendant les corvées ou tes séances d'entraînement, elle te lance une casserole à la tête. Elle est terriblement précise. Tu as commencé à porter ton bouclier à l'intérieur du longhouse, juste au cas où. Premier pas. Votre première incursion. Votre première incursion n'est pas ce que vous imaginiez. Vous pensiez que ce serait la gloire, le tonnerre, et peut-être un monologue poétique murmuré sous votre souffle. Ce que vous obtenez, c'est un fouillis de plumes, de boue, et un fermier nommé Olave qui se bat comme un blaireau, acculé. Le village que vous pillez est petit, à peine une tache sur la carte, mais c'est votre rite de passage. Vous foncez avec vos camarades guerriers, le cœur battant dans votre poitrine, la hache à la main, et une poule battant des ailes en face de vous, parce que quelqu'un a effrayé le poulailler. Vous êtes projeté au sol 2 fois par des femmes âgées, brandissant des balais. Vous trébuchez sur un cochon. Vous frappez une meule de foin avec votre hache, manquez complètement votre cible et tombez dans un tonneau de poissons marinés. Ce n'est pas votre meilleur moment, mais, vous parvenez à défier Olave, le manieur de fourche. Tu restes là, couverte de boue et sentant le désespoir mariné, ta tresse collée à ton visage, et tu fusilles du regard. C'est un regard que tu as pratiqué dans les champs de chèvres, celui qui dit « Je ne suis pas une enfant, je ne suis pas à prendre à la légère, remets-moi ton meilleur poisson, ou je rendrai ta vie extrêmement désagréable. » Olave, à son crédit, semble comprendre. Il te tend son meilleur poisson. Vous le prenez avec la gravité d'une reine, acceptant un tribut, et vous vous éloignez, essayant de ne pas boiter trop visiblement. Cette nuit-là, tu manges le poisson, pendant que tout le monde rit encore de la façon dont un coq t'a picoré. L'art de l'intimidation, amélioré par une chèvre. Vous apprenez qu'un regard peut faire autant qu'une hache. Tu t'entraînes sur la surface réfléchissante du bouclier de ton père. Menton baissé, yeux plissés, bouche serrée, dans une ligne sévère, tu essaies sur tes frères. Sigurd rit. Leif fait semblant de s'évanouir de manière dramatique. Et mamie te lance juste un autre pot. Mais les chèvres remarquent. Grimfur, en particulier, commence à vous laisser un peu plus d'espace. Vous le considérez comme une victoire. Vous commencez également à porter votre hache attachée dans le dos, en permanence. Pas parce que tu t'attends à te battre, mais parce que cela fait croire aux gens que tu t'attends à te battre. Ça marche. Les garçons du village, qui essayaient de se vanter, en soulevant des tonneaux ou en lançant des pierres, te lancent maintenant des sourires nerveux et évitent le contact visuel. Les plus jeunes filles murmurent à votre sujet derrière leurs mains. Certains disent que tu es maudite, d'autres disent que tu es demi-géant. Vous ne les corrigez pas. Laissez les rumeurs grandir, la phase maladroite de l'adolescence viking. Puis vient la maladresse. La puberté frappe comme une charge de chèvre inattendue, soudainement, de manière déroutante et souvent douloureuse. Tu grandis, ce qui est utile, mais tu deviens aussi plus lunatique, ce qui ne l'est pas. Tes cheveux deviennent un désordre indomptable, ta peau se couvre de taches, et tu te retrouves en colère contre le monde pour des raisons que tu ne peux pas expliquer. Tes frères commencent à te traiter comme une bombe à retardement, tandis que ta grand-mère te donne des conseils cryptiques sur les tempêtes hormonales et la malédiction de la féminité. Les garçons du village deviennent étranges. Ils cessent d'essayer de se battre avec vous et commencent à essayer de vous impressionner, ce qui est d'une certaine manière pire. L'un se présente à votre porte avec un lapin mort, le déclarant fièrement le plus gros du champ. Un autre essaie de vous chanter une sérénade avec un luth. Vous répondez en les défiant
à un match d'entraînement qu'il n'accepte jamais. Pendant ce temps, les exercices de combat semblent interminables. Tu brandis ta hache jusqu'à ce que tes bras s'engourdissent. Vous pratiquez les formations, les murs de bouclier, et comment bloquer une frappe visant votre tête. Vous développez des ampoules de la taille de petites pièces de monnaie. Tes callosités ont des callosités. Tes bras te font mal chaque nuit, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu ne veux pas t'arrêter, parce que c'est la vie que tu as choisie, la vie dans laquelle tu es né, la vie qui est autant faite de bleu que de gloire. Et quelque part, au fond de vous, vous savez que les chèvres n'étaient que le début. Partie 3. La vie dans le mur de bouclier. Tu gagnes ta place dans le mur de bouclier, non pas par droit de naissance, ni par ton nom de famille, et certainement pas en étant le plus bruyant. Bien que dans ton cas, les chèvres pourraient t'en débattre. Non, tu le gagnes en survivant, et survivre dans un village viking ne consiste pas seulement à éviter le cousin brandissant une hache de temps en temps, ou à esquiver une chèvre grincheuse avec des problèmes de colère non résolus. Il s'agit de se présenter quand les chances sont contre vous, quand le ciel pleure de la neige et que vos mains sont trop froides pour tenir une lame, quand votre bouclier semble plus lourd qu'un tonneau de harangue salée, et quand votre cœur bat non pas par courage, mais par pure et obstinée rancœur. Cela commence par un duel, bien sûr. Rien ne dit « bienvenue à l'âge adulte », comme se tenir dans une cour d'entraînement boueuse, entouré de la moitié du village, tandis que l'oncle de quelqu'un, qui sent la bière, le regret et les poils de chèvre, crie « ne meurs pas trop vite » avant de te fourrer une épée en bois dans les mains, votre adversaire, ton cousin Bjorn, qui essaie de faire pousser une barbe depuis l'âge de 6 ans et qui ne sait toujours pas faire la différence entre une parade et une panique désordonnée. Il te sourit comme si c'était un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le premier coup vous manque complètement, probablement parce qu'il a cligné des yeux en plein mouvement. Le deuxième attrape ta tresse, tirant ta tête en arrière comme un cheval en colère. Le troisième, celui-là touche, en plein sur les côtes, te coupant le souffle et te faisant tomber dans la boue comme une phoque particulièrement agacée. Tout le monde applaudit. Pas parce que tu as perdu, oh non, mais parce que tu te relèves, tu essuies la boue de ton visage, craches un brin de foin, et dévisages Bjorn d'un regard qui fait trembler visiblement ses genoux. Le coup suivant, tu l'évites, celui d'après. Tu l'attrapes à main nue, tu lui fais lâcher l'épée et, sans réfléchir, tu le frappes à l'arrière de la tête avec suffisamment de force pour que son casque s'envole, comme un poulet mal visé. Les anciens hochent la tête. Ta grand-mère murmure « elle a mis le temps ». Et tout le monde retourne à ses tâches. C'est tout. Tu es dans le mur de bouclier maintenant. Le mur de bouclier lui-même est une chose étrange. Ce n'est pas juste une ligne de guerriers tenant des planches de bois. C'est une chose vivante et respirante. Un mur de dos et d'épaules, de grognements partagés et de jurons criés, de boucliers s'entrechoquant dans un rythme cardiaque qui te garde en vie ou te broie sous son poids. Les anciens l'appellent le mur de la vie. Ton cousin, Bjorn, l'appelle le mur du « s'il te plaît, ne marche plus sur mon pied, Freydis ». Tu t'entraînes tous les jours maintenant, aux côtés d'hommes qui sentent encore leurs chèvres, de femmes qui ont des tresses plus épaisses que ton bras, et de quelques garçons frêles qui semblent se briser en deux si quelqu'un souffle trop fort sur eux. Tes bras te font mal de tenir ton bouclier, tes jambes brûlent de rester en formation, et tes oreilles bourdonnent du rugissement constant du maître de bataille, un homme nommé Thorgrim le Hurleur, qui a exactement 2 volumes, assourdissant et légèrement moins assourdissant. Tiens ton bouclier comme s'il était la seule chose entre toi et le jugement des dieux.
Tiens ton bouclier comme s'il était la seule chose entre toi et le jugement des dieux. Il crie, faisant les 100 pas le long de la ligne, comme un coq enragé. Et par l'amour de Thor, Freydis, arrête de fixer les chèvres, comme si tu prévoyais de les tuer dans leur sommeil. Trop tard, vous planifiez cela, chaque jour. Ah, les chèvres, si votre enfance était une bataille avec vos frères, l'adolescence est une guerre avec les chèvres. Ils sont le fléau de votre existence, sournois, malveillants, et d'une manière ou d'une autre, toujours exactement là où ils ne devraient pas être. Vous avez perdu 3 tuniques, une bonne paire de bottes, et presque votre oreille gauche à cause d'incidents liés aux chèvres, une chèvre particulièrement vengeresse, une vieille bête avec une corne tordue et une rancune, devient votre némésis. Les autres l'appellent « vieux borgne ». Vous l'appelez « ce démon poilu » envoyé par Loki lui-même. Les guerres des chèvres deviennent la légende locale. Un soir, tu es pris dans les champs, emmêlé dans une pile de cordes, une tunique à moitié mangée et une chèvre extrêmement peu impressionnée. Tes frères ont à peine le temps de respirer tellement ils rient, et ta grand-mère murmure « Voilà ce qui arrive quand on tente le destin ». Tu gagnes, finalement, principalement en étant plus têtu que la chèvre et en volant son coin de pâturage préféré, mais le surnom reste. Marteau de la chèvre, t'appelle-t-il maintenant. Ce n'est pas le nom le plus flatteur, mais bon, c'est mieux que voleur de poissons ou fléau de Bjorn. Quand la première vraie attaque arrive, tu es prêt, ou du moins, tu le penses. Ça commence à l'aube, comme toutes les mauvaises idées. Le ciel est gris, la mer est grincheuse, et vous êtes sur un dracard entassé plus serré qu'une salle de banquet pendant une tempête. Ton bouclier est attaché à ton bras. Ta hache moufle, glissée à ton côté, et tu essaies de te souvenir si quelqu'un t'a déjà appris à ne pas vomir dans un casque. Le village que vous attaquez est petit, paisible et complètement préparé au chaos qui s'abat sur lui. Vous sautez du navire, criant quelque chose qui est censé être un cri de guerre, mais qui ressemble plutôt à un cri de jarre en colère. Il y a des poules partout, littéralement partout. Vous ne savez pas d'où ils viennent, mais ils n'aident certainement pas. Vous brandissez votre hache, manquez une poule et frappez accidentellement le chapeau d'un homme, le faisant tomber de sa tête. Il te regarde, stupéfait, puis s'enfuit en criant. Tu le poursuis, trébuche sur un seau et finis le nez dans une pile de choux. Ce n'est pas la scène de bataille glorieuse que vous aviez imaginée. Les poules s'enfuient, les villageois se dispersent, et à un moment donné, quelqu'un te lance une vraie poule. Elle bat des ailes de manière désordonnée, te frappant au visage avec ses ailes et laissant des plumes coincées dans ta tresse. Vous essayez de maintenir votre dignité. Ça ne marche pas. D'une manière ou d'une autre, tu survis. Tu reviens avec un tibia meurtri, un bouclier bosselé et une meule de fromage volée que tu gardes comme un trésor d'Odin lui-même. Personne ne parle de l'incident avec le poulet. Tu es reconnaissant pour cela. Partie 4. La bataille finale et le long hiver. Chapitre 1. La puanteur du destin. Le clan ennemi s'approcha avec la subtilité d'un ours ivre. Leur chef, le chef Harald Fishbeard, était un homme dont l'hygiène était aussi douteuse que ses tactiques de bataille. Sa barbe, tressée en motifs élaborés, ressemblant à un nœud de marin ivre, se balançait à chaque geste exagéré. L'odeur de poisson fermenté flottait dans l'air, provoquant même des hauts-le-cœur chez les guerriers les plus courageux. Tu te tenais à l'avant de ton mur de bouclier, hache à la main, essayant de ne pas respirer par le nez. À côté de vous, la jeune Ingrid chuchota. « Penses-tu que sa barbe a son propre écosystème ?» Vous avez hoché la tête solennellement. « Je suis plus inquiet
qu'il déclare son indépendance en plein combat. Chapitre 2. Quand tout échoue, utilisez une cuillère. La bataille commença avec le bruit habituel des boucliers qui s'entrechoquent et les cris de non que personne ne pouvait prononcer. Vous vous êtes battu vaillamment, votre hache Mittens, chantant dans les airs, jusqu'à ce qu'elle rencontre une fin malheureuse contre le casque trop orné de Fishbeard. Sans armes mais déterminé, vous scrutiez le champ de bataille à la recherche d'alternatives. Au milieu du chaos, un éclat attira votre attention. Une cuillère abandonnée, probablement laissée par un cuisinier en fuite, avec un haussement d'épaule, vous l'avez ramassée. « Mieux que rien » murmuras-tu en te précipitant à nouveau dans la mêlée. À la surprise de tous, y compris la vôtre, la cuillère s'est révélée efficace. Vous avez paré les coups, piqué les yeux, et même réussi à désarmer un guerrier particulièrement agressif, nommé Sven, le légèrement plus grand. Chapitre 3. Roche, chance et obstination. Alors que la bataille faisait rage, votre bouclier se fissura, et votre armure portait les marques de maintes escarmouches. Épuisé, vous vous êtes retrouvé acculé par Fishbeard lui-même. Prépare-toi à rencontrer ta fin, marteau de chèvre, ricana-t-il. Vous avez jeté un coup d'œil autour de vous, repérant un gros rocher à portée de main. Avec le reste de vos forces, vous l'avez lancé à la tête de Fishbeard. La pierre frappa juste, le mettant hors de combat. Le silence tomba sur le champ de bataille. Puis, un cri de joie éclata de vos camarades. La victoire était vôtre, acquise grâce à une obstination pure, un coup de chance et des armes peu conventionnelles. Chapitre 4. Au coin du feu, contes et exagérations. De retour au village, on célébrait ton triomphe. Autour du feu, les histoires de tes héroïques exploits avec la cuillère devenaient de plus en plus exagérées à chaque récit. Ils disent qu'elle a mis 10 hommes hors de combat d'un simple coup de cuillère, s'exclama un villageois. Tu as ri en sirotant de l'hydromel. C'était seulement 8. Jeunes écuyères en formation accrochèrent à chacun de vos mots, les yeux écarquillés d'admiration. Vous leur avez donné un conseil. Portez toujours une arme de secours, même si c'est une cuillère. Chapitre 5. Héritage et chèvre persistante. Alors que l'hiver s'installait, vous entraîniez la prochaine génération, les regardant s'entraîner avec enthousiasme et une technique discutable. Les vieux guerriers hochaient la tête en signe de respect, en vous voyant passer, reconnaissant votre place parmi les légendes. Les chèvres, cependant, restèrent peu impressionnés. Ils continuaient à vous regarder avec méfiance, peut-être en se souvenant de rencontres passées. Un soir enneigé, vous vous êtes assis pour aiguiser une nouvelle hache. Quand on vous a demandé pourquoi, vous avez souri. « Juste au cas où », répondis-tu. On ne sait jamais quand une cuillère ne suffira pas. On ne sait jamais quand une cuillère ne suffira pas.